un très beau monde réuni aujourd'hui pour célébrer une jeune et talentueuse journaliste, communicante, romancière, Fatou Ouleye Sambou, à travers son ouvrage, le roman La Pomme d'Adam, sa toute première production littéraire, et d'autres vont bientôt suivre parce qu'elle en a pris l'engagement et l'avoir fréquentée depuis 15 ans. Je sais que c'est une fille, enfin plus une fille maintenant, une jeune dame, pétrie de qualité, de professionnalisme, de sérieux, beaucoup de vertus. Et quand elle prend des engagements, elle va les respecter. Donc c'est pour très bien la prochaine production littéraire de Fatou Ouleye Sambou que nous allons célébrer aujourd'hui, que tout ce beau monde va célébrer aujourd'hui à travers cette toute première production, La Pomme d'Adam. Sans plus tarder, je vais vous présenter très rapidement l'agenda de la cérémonie. La mise en place est déjà faite. Ensuite, le mot de bienvenue, une projection de vidéos, le mot de l'éditeur, le docteur Abdoulaye Diallo, le directeur des éditions Harmattan, la présentation de l'auteur par Samba Omar Fall, journaliste au Soleil et auteur, la projection La Dernière Lettre, présentation du roman par Waliba, professeur de français, mot de l'auteur, Fatou Ouleye Sambou, dédicace, gala, et surtout le barbecue géant qui a certainement attiré beaucoup de monde ici. Alors, tout de suite, le docteur Thioune, au présidium, il va modérer toute cette activité et nous vous invitons à venir prendre la parole pour le mot de bienvenue. C'est un piège, ça. Presque. C'est un piège. C'est comme dans le Pomme d'Adam, hein, il y a beaucoup de pièges là-dedans. Je vois la main d'Abdoulaye. Voilà. Bon. Bonjour tout le monde. Je crois que nous sommes encore en salle d'attente. Fatou, nous avons tous reçu un passeport, un titre de transport. Nous sommes en salle d'embarquement. Bon, on va bientôt embarquer. Abdoulaye, on est prêt? Voilà, donc nous allons commencer cette cérémonie qui est un grand moment, j'ai l'impression. Un grand moment parce que c'est un grand monsieur qui est venu cette fois-ci avec nous, Abdoulaye. Mokhtar Sylla, monsieur Mokhtar Sylla, qui est un universitaire, mais qui est aussi un homme de communication bien connu. Nous le suivons de très loin, nous suivons ses activités dans l'organisation de la communication, même ailleurs, en dehors de chez nous. Donc c'est vraiment un très grand honneur d'être avec lui cet après-midi. Alors, je pense que je ne vais pas rester longtemps à parler des uns et des autres, d'Abdoulaye et de mon ami Seck, mais je ne sais pas si je ne suis pas en train de transgresser l'ordre protocolaire. Alors, excusez-moi, on ne m'a pas donné de fiche pour... Je ne sais pas qui est là. Je connais M. le directeur Diallo. Je ne connais pas les autres. Qu'est-ce que je devrais faire? Bon, bonjour tout le monde. Je vous respecte. C'est le piège de Diallo qui fonctionne toujours. Mais ça ne marchera pas. Alors donc, nous allons commencer par le commencement. Très bien. Moi aussi, je fais durer les choses. Alors, M. Diallo. Oui, la patate chaude. Ça, c'est mon collègue qui me dit la patate. Alors, M. Diallo, vous avez la parole pour dire le mot de bienvenue. Merci, professeur Birahim Thioune. C'est avec un immense plaisir que je capte la patate chaude, comme vous dites. Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités,
vous m'autoriserez, après vous avoir remercié, vous tous et vous toutes, d'avoir pris de votre temps pour être avec nous cet après-midi, à l'occasion du lancement du premier roman de Fatou Ouleye Sambou. Vous dire encore une fois, bienvenue dans cet espace assez particulier que nous avons, avec Fatou, décidé de faire vivre autrement. Point n'est besoin de vous rappeler que nous sommes au-dessus de la prison pour femmes de Liberté 6, des personnes qui sont en train de payer leurs dettes à la société. Et Fatou, très engagé à côté de ces dames, a fait le choix de porter cette activité culturelle à cet espace. Et en cela, vous m'autoriserez à présenter des remerciements à la direction de l'administration pénitentiaire et au directeur de l'institution qui nous accueille ici aujourd'hui et leur dire merci de nous avoir ouvert leurs portes. Nous prenons pour ce que ce geste est de la plus haute importance pour nous. Ces mots de remerciement dits, vous m'autoriserez quand même à saluer, bien évidemment, certains d'entre vous. Commencer par le préfacier, notre grand frère Maktar Sylla, grand homme de communication s'il en est. Saluer notre grand frère Sada Khan, l'immortel homme de lettres, qui nous a vu naître et on a grandi avec sa voix et son visage devant le petit écran. Mon cher Sada, merci pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu as fait et que tu continues de faire. Si beaucoup d'entre nous se sont embarqués dans cette aventure de la littérature, c'est parce que tu étais là au début. Tu nous as intéressés à ce petit objet que beaucoup d'entre nous n'auraient certainement pas du tout rencontré si ce n'est par l'école. À commencer par moi. Mon père n'a jamais été à l'école française, ma mère n'a jamais été à l'école française, mais aujourd'hui, pourtant, je suis à la tête d'un empire du livre. Et tout cela, tu y as participé grandement et continue à y participer. Merci beaucoup, cher Sada Khan. Des hommes de médias, il y en a dans cette salle. J'ai parlé de grand Maktar, j'ai parlé de grand Sada, j'ai en face de moi mon autre grand frère Abdoulaye Fofana Seck. Mamlika Sidibé était tout à l'heure là. Grand Abdoulaye est un auteur. Je l'ai connu d'abord quand il est venu me présenter un livre. Abdoulaye Fofana Seck, les gens le connaissent à travers la lucarne de notre petit écran. Mais c'est un homme qui est en train de jouer un très grand rôle dans le fonctionnement de notre pays, à l'insu de tous. Comme les gens de bien, buy def lu baax day toog di ràbb ci suuf rek yor pusoom di ñaw rek. Grand Abdoulaye, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Que dire de mon ami et collègue Waliba, de notre père, devrais-je dire, et collègue, le professeur Birahim Tchoun, qui pensait pouvoir me refiler une patate chaude, alors qu'il n'a fait que plonger le poisson dans la mer. Très amicalement. Ah oui, je suis très à l'aise, hein. J'étais très content de capter au rebond cette patate chaude. Mais voilà également deux hommes qui font beaucoup pour la littérature dans ce pays. Wali est un auteur avec qui nous avons eu beaucoup de plaisir à publier ses premiers ouvrages. Il continue de faire un énorme travail en dehors des salles de classe. Le travail de conscientisation de la littérature, de la poésie, mais surtout ses travaux en rapport avec la méthodologie qu'il est en train de faire. Merci Wali pour tout le travail.
Professeur Birahim Thioune, c'est notre père. C'est celui qui veille sur nous, qui, à chaque fois que nous prenons un chemin qui peut se retrouver sinueux, il est toujours là pour nous dire, Abdoulaye, attention, ce serait bien si tu faisais comme ça. En tout cas, c'est vraiment le gardien du temple de l'Harmattan. Merci beaucoup. Baye Ibrahima, comme je l'appelle affectueusement. À tout seigneur, tout honneur, nous sommes là pour présenter le dernier livre de Fatou Ouleye Sambou. En regardant la salle, j'aperçois le brillant avocat maître Serigne Amadou Meng, certainement que Fatou a dû rencontrer dans les couloirs de l'Harmattan. C'est ça ma vie en fait. Je suis entouré de livres, des gens de bien. Et c'est pourquoi, pour rien au monde, je ne changerai le métier que je suis en train de faire. Fatou, je l'ai connu bien après avoir connu son père, un homme de bien, Nit Koubar. Le commissaire Sambou fait partie en fait de ces grands commis de l'État qui ont consacré leur vie à servir ce pays dans la discrétion la plus totale. Aujourd'hui, à part peut-être les membres de sa famille, si on vous présente le commissaire Sambou, nous bari duñu ko xam. Et pourtant, c'est l'œil vigilant. Il est là dans la salle. Vous voyez la discrétion dont je parle, je ne l'avais pas vu. Le commissaire Sambou fait partie de ces gens qui, quand tout le monde dort, ils sont en train de veiller sur nous, de veiller sur la République, de veiller sur la sécurité des citoyens. Moi, c'est dans le cadre du travail d'importation que nous faisons dans le livre que je l'ai rencontré entre les quatre murs de son bureau. Pendant tout le temps qu'il nous a été donné de collaborer avec le commissaire Sambou, Djele Oumati, Loudoul, en fait, grandeur, fexeba, xam nan la yoko man mi ci sama mission bi nga xamné mom la nek di def. Jamais un de nos dossiers, pourtant parfois on a eu des dossiers très sensibles et très chauds qui sont passés entre ses mains. Mais il a toujours su traiter les dossiers avec le plus grand professionnalisme. Et non de nos dossiers, Moussoul Tarde Fofo. Et en cela, quand même, je tenais à lui rendre cet hommage mérité et dire que si notre pays continue à fonctionner correctement, si ce beau Sénégal est envié de toute la sous-région et de tout le continent africain, c'est parce qu'il y a des gens comme le commissaire Sambou qui sont aux manettes. Commissaire, yalla continue de la sam bala sa kanam njabot nga fait que lepp ñu bari sédel dara sa ginnaw. Fatou, que dire de ton livre? Tout ce que je pourrais dire de ce livre sera retenu contre moi et ne pourrait être considéré comme que de vaines paroles d'un éditeur qui cherche à vendre son livre. Voilà pourquoi je voudrais juste saluer toute la fine intelligence, tout le raffinement et toute la discipline qui caractérise cette jeune dame en face de nous qui nous a conviés ici, qui fait tout avec le plus grand sérieux et avec le plus grand professionnalisme. Quand Fatou est venu m'amener le livre suite à un appel de son père, bien évidemment, je lui ai accordé la plus grande importance au vu des relations que j'avais avec son père. Mais Fatou, tu n'en avais pas besoin. Pourquoi? Parce que la qualité du travail qu'elle nous présente ici, et surtout tout le travail qu'elle a eu à faire une fois que le livre est paru, pour le faire entrer dans le quotidien des Sénégalais et des lecteurs, suffit à défendre ton livre. Je voudrais réitérer encore une fois
toutes les félicitations et tous les encouragements de mon équipe et moi, qui avons pris énormément de plaisir, Fatou, à travailler avec toi pour l'apparition de cet ouvrage. Je laisserai le soin à mon ami et frère Oualiba, au professeur Birahim Tchoun et au préfacier Maktar Silla de vous dire les qualités de cet ouvrage. En ce qui me concerne, Mamlika, je commence à être bavard. Sur ce, je te rends ton micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. C'est-à-dire, je me disais qu'on allait voir comment fixer un timing pour ceux qui vont prendre la parole. Parce que si on veut dire tout le bien de cet ouvrage, comme vous l'avez souligné, mais également du préfacier et de l'auteur, chacun prendrait au moins 1 heure de temps. Et on n'allait pas s'en sortir. D'autant plus que le barbecue... Attends, hein? Moi, c'est le barbecue qui m'intéresse. Merci beaucoup, docteur Abdoulaye Diallo, pour ces mots bienveillants en l'endroit de l'ouvrage, de toutes ces personnalités qui sont ici, et surtout de l'auteur Fatou Ouleye Sambou. La suite de l'agenda, notre confrère Samba Omar Fall, journaliste au Soleil, il est également auteur, une très belle plume. Est-ce qu'il est dans la salle, Samba Omar? Alors, Samba Omar va nous servir donc une présentation. Oui, vraiment. On lui dit, on voit sa signature, une très belle plume, une écriture de qualité, comme vraiment tous les journalistes du Soleil. Samba Omar Fall, que beaucoup de personnes auront le plaisir de découvrir. Tout de suite, c'est à vous, Samba. Merci, Lika. Je vais vérifier si j'ai mon passeport pour embarquer. Voilà. Il est là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est très difficile de prendre la parole à la suite du docteur Diallo. Mais quand même, je vais le remercier parce qu'il a publié 4 de mes ouvrages. Et vraiment, merci beaucoup pour tout. Présenter l'auteur Fatou Ouleye Sambou est un exercice vraiment très difficile. Parce qu'on ne peut pas prétendre connaître une personne entièrement, mais quand même je vais essayer. Je vous remercie tous de nous faire l'honneur de répondre nombreux à son invitation. Et comme je le dis souvent, une cérémonie de dédicace d'un livre peut être assimilée à un baptême. Pourquoi? Parce que la publication d'une œuvre est l'aboutissement d'une très longue et douloureuse gestation. Et l'accouchement est souvent douloureuse. On peut même dire toujours douloureuse. Pour en revenir à l'auteur, rien ne prédestiné Fatou Ouleye Sambou à devenir écrivain ou auteur. Parce que certains se considèrent comme auteurs, d'autres comme écrivains, et c'est tout à fait normal. Nous, les auteurs, nous ne vivons pas de nos œuvres, donc on ne peut pas se considérer comme des écrivains aguerris. Mais c'était ça contraire avec son talent. Ses talents, même je devrais dire. Parce que Fatou Ouleye Sambou, c'est le talent incarné, personnifié. Et je lui disais souvent que si elle faisait du cinéma, elle aurait beaucoup d'argent. Parce qu'elle sait s'adapter en tout temps et en tout moment. Au début, la pomme d'Adam qu'on présente ici, c'était une chronique qu'elle animait sur sa page Facebook. Et c'était très bien suivi. Un jour, je l'ai interpellé, je lui ai dit, Fatou Ouleye, pourquoi ne ferais-tu pas de cette chronique un roman? Et elle s'est mise à l'ouvrage. Et au finish, après des mois, voire 1 année, 2 années de travail, cette
chronique a accouché de La Pomme d'Adam, publiée en juillet 2021 aux éditions Harmattan. Et c'était la naissance d'une vocation. Aujourd'hui, je suis doublement fier parce que Fatou Ouleye Sambou y a cru jusqu'au bout sans jamais baisser les bras. Fier aussi parce que La Pomme d'Adam commence par une citation de mon ouvrage. Donc Fatou Ouleye Sambou m'a immortalisé à travers cette citation tirée de mon ouvrage Un amour au fond de l'océan, paru aux éditions L'Harmattan en 2013. Peut-être que c'est une façon pour elle de me remercier, ou peut-être aussi c'est une façon de ne pas me donner le fameux alarme que je lui réclame tout le temps et qu'elle se refuse à me donner. Soit. Je ne pourrais pas parler de Fatou Ouleye Sambou tel un livre ouvert, même si le destin a fait que nos chemins se sont croisés au soleil. Mais nous partageons aussi les mêmes passions, à savoir l'écriture et la lecture. Fatou Ouleye Sambou fait partie de cette catégorie de gens qu'on rencontre et qu'on n'oublie jamais. Ces gens qui marquent votre vie d'une manière ou d'une autre. C'est une journaliste très professionnelle. Et quand elle est venue au soleil, elle était au service sport. Elle pouvait se dire que je vais au service culture ou autre, mais elle est venue au service sport. Sachant que les femmes ne font jamais à ce service-là qui est réservé aux hommes. Mais elle est allée là-bas. Donc, journaliste de profession, elle a roulé sa bosse un peu partout. Et ça se justifie parce que son père est commissaire de police. Sa mère enseignante. Les commissaires, comme les militaires, sont tout le temps affectés dans les régions. Moi, mon père fut sapeur-pompier. Tous les 2 ans, on déménageait d'une région à l'autre. Donc, à la longue, on a fait toutes les régions du Sénégal. Donc, c'est de là-bas que Fatou Sambou a certainement pris cette éducation de battante. Parce que Fatou Ouleye Sambou, vous le savez tous comme moi, elle est têtue. Quand elle vous dit que je vais à Dakar, elle ira à Dakar. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Fatou Ouleye Sambou, pour vous donner un livre, pour vous donner lecture, vous dites de changer ce mot, il dit non, 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 ce mot-là est bon. Donc quand elle s'agrippe à une chose, elle y va jusqu'au bout. Donc ça, c'est de l'abnégation. Et de l'abnégation, on en a besoin pour survivre dans ce monde-ci. Aujourd'hui, chargé de communication à l'organisation de l'organe de régulation du système des récépissés d'entrepôt logé au ministère du Commerce, Fatou Ouleye Sambou est l'exemple que la réussite est au bout de l'effort. Elle fait partie de cette catégorie de femmes que rien n'arrête et qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles entreprennent. Elle est affable, elle est passionnée, elle est créative. Et sa tête est une machine à idées. Sa vie est faite de rêves et rien ne peut l'en détourner. Absolument rien. Ouverte d'esprit, elle est aussi positive et généreuse. Et elle a de l'audace à revendre. Un seul mot peut caractériser cette femme qui a fait de la réussite son leitmotiv. L'optimisme. Très optimiste. Même pas un atome de pessimisme chez Fatou Ouleye Sambou. Je vais réussir, je vais réussir. Je fais un rêve et je vais l'atteindre. Donc, ne soyez pas surpris d'apprendre dans 2, 3, 5 ou 10 ans que Fatou Ouleye Sambou fait partie des femmes les plus influentes de ce pays et des plus grands auteurs du Sénégal de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup Samba Oumar Fall pour ces mots en l'endroit de Fatou Ouleye Sambou et ayant également longuement travaillé avec elle,
je peux effectivement confirmer tout ce que vous venez de dire par rapport à son engagement dans le travail. Quand on avait de grandes actualités, je suis de nature très passionnée, très chaude, très engagée. Donc je la mettais toujours à côté de moi puisqu'elle maîtrisait également les réseaux sociaux. Et moi, je fais partie des analphabètes du 21e siècle parce que je ne maîtrise pas le numérique. Donc c'est elle qui cherchait les informations un peu partout, qui ramenait. Finalement, j'étais sur le bouquet et je lui dis, Fifi, arrête, ne m'en donne plus, laisse-moi maintenant digérer déjà ce que tu m'as donné. Et pour le alarba, mon cher, vous allez vous rattraper avec le barbecue. Finalement, on dirait que le barbecue, c'est moi que ça intéresse le plus. Hein? Alors, nous allons très vite passer à la projection, la dernière lettre, un des chapitres du livre. Un livre que j'ai lu en une nuit. Tellement agréable à lire, à digérer. Et je ne me limitais pas à lire tout simplement. Donc, j'ai enregistré chaque chapitre. Et chaque chapitre enregistré, je lui ai envoyé ça, le vocal, sur son WhatsApp ou sur son mail. Donc, le livre est également disponible en version orale. Donc, nous allons regarder la projection de la dernière lettre de Doudou. C'est tout de suite. Vous pouvez vous déplacer par là pour voir. Doudou, mon très cher. Il est des personnes que l'on rencontre un jour et qui nous marquent à jamais. Sans que l'on ait rien demandé, elles nous gratifient d'un sourire ou d'une belle parole, et cela nous apporte un réconfort et un espoir éternel. Tu fais partie de ces êtres-là. Tout naturellement, tu es entré dans ma vie, pour toujours et à jamais. Je n'avais jamais été bénie d'une aussi agréable compagnie, je te le jure. Tellement tu occupes de place dans ma vie. Tu m'as fait offrande de ton enthousiasme, ta spontanéité, tes ambitions, ton énergie et ton optimisme. J'ai connu et pratiqué 1001 autres personnes, mais jamais aucune ne m'aura aussi marqué que toi, ne m'aura autant fait découvrir une aussi meilleure version de moi-même que tu ne l'as faite. Tu m'as réconcilié avec ma personne en devenant comme cette dernière pierre à l'édifice de mon âme. Tu m'as rendu accompli sans même y prétendre. Tu sais, j'aurais pu tout quitter pour toi, ma famille, mon travail, ma vie, pour ne la consacrer qu'à toi. À toi seul, tu aurais pu faire mon bonheur, car le reste du monde aurait pu me tourner le dos. Je m'en serais fichu absolument, tu le sais. Voilà à quel point tu comptes pour moi. Tu m'as toujours soutenu et convaincu que toute épreuve était surmontable. Je t'en remercie profondément. Tu m'as fait vivre les meilleures semaines de ma vie. Cela ne fait que quelques mois qu'on s'est connus, mais j'ai l'impression de te connaître depuis une éternité. Tu es comme un rêve la nuit tombée. Mais hélas, le jour s'est levé et il faut voir la réalité en face. Doudou, les signes de la vie ne trompent jamais. Il est bien beau de se laisser guider par son cœur, mais la vie n'est pas un roman. Elle est bien réelle. Et il faut lui faire face et parfois la subir. Sache que ce que je ressens pour toi n'a pas de limite, mais il est clair que tu m'es interdit, autant que je le suis pour toi. Ces mots sont les derniers que je vais t'écrire. Je ne veux plus être source d'ennui dans ta vie. Je ne veux plus chambouler ton ménage et ta tranquillité. Je le fais le cœur lourd, mais je vais prendre mes distances avec toi, pour notre bien-être à tous les deux. Dans mon cœur, pour toujours et à jamais. Rokhaya.
projection de la dernière lettre de Doudou, la lettre à Doudou. La transition est toute trouvée pour entrer maintenant dans le livre, la présentation du roman en tant que tel, avec Monsieur Waliba. Il est professeur de français. Et je crois que ce que nous venons de voir, monsieur Silla, ça donne des idées pour faire, pourquoi pas, un téléfilm sur cette affaire-là. Et pour faire ma propre promotion aussi, le livre est disponible en version orale. Je lisais chaque chapitre oralement, j'ai enregistré et je lui ai envoyé. Donc, s'il y a quelqu'un qui pense produire aussi, je suis là, disponible pour ça aussi. Et je lui disais également que c'est extraordinaire et c'est peut-être une coïncidence, comme disait mon confrère Samba Oumar, qu'on peut la compter, Inch'Allah, dans les prochaines années parmi les écrivains les plus talentueuses du Sénégal et dans toute l'Afrique. Parce que la sortie de son livre, elle n'a pas fait attention à ça, coïncidait avec l'anniversaire du décès de Maria Maba, l'autre écrivaine, avec qui nous avons grandi, nous autres de la génération un peu plus vieille. Donc, la présentation du roman, Monsieur Waliba, professeur de français, va donc faire cette présentation avec une modération du professeur Thion. Bonsoir. En fait, vous me permettrez de surfer sur la métaphore du voyage pour dire tout simplement que tout le monde devrait être là sauf moi parce que j'ai oublié mon passeport. Et il a fallu l'intervention de la romancière pour pouvoir accéder à cette salle. Donc voilà. Sinon, je voudrais rapidement dire toute ma satisfaction de devoir me prononcer sur cette très belle œuvre qu'est La Pomme d'Adam. Ma satisfaction est d'autant plus grande que la romancière elle-même a été mon élève en classe de seconde. Et donc, évidemment, elle a été une élève brillante, comme la plupart de ses camarades de génération. Et il n'est pas surprenant aujourd'hui de la voir à ce niveau-là. Et comme elle l'a si bien, en tout cas, insinué, et comme Diallo aussi l'a laissé entendre, il ne serait pas étonnant dans les prochaines années de la voir à des niveaux beaucoup plus élevés encore, en termes de création. Alors, cela dit, lorsque Madame Sambou m'a parlé de cette cérémonie-là et qu'elle a souhaité que je fasse la présentation, j'avais cru entendre la date du 20. Parce qu'il y a des dates qui vous habitent comme un cancer. Et il y a 2 jours de cela, elle me rappelle pour me dire que c'est le 7. Et il a fallu donc que je fasse les bouchées doubles pour pouvoir produire ce que vous allez entendre dans quelques instants. Donc c'est dans ces circonstances que j'ai vraiment produit quelque chose. Parce que je me disais que c'est le 20. Et donc c'est un secret que j'ai trahi. J'aurais pu ne pas en parler, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est pourquoi je ne prétends pas à l'exhaustivité, encore moins à la profondeur. Donc j'assume tous les manquements, n'est-ce pas, liés au texte que je vais lire. Pour le lecteur dont l'existence est fortement associée à une certaine culture religieuse, le titre choisi réfère nécessairement au mythe du péché originel. La consommation du fruit défendu
source fondamentale des déboires, aussi bien des croyants que des mécréants. Cette direction optionnelle se justifie pleinement au regard des nombreuses séquences du récit où la violation d'un interdit propulse les personnages principaux vers leur destin tragique. La pomme d'Adam est donc le titre choisi par Fatou en toute connaissance de cause pour nous entraîner au cœur des horizons les plus névralgiques de notre humaine condition. Ce roman, pourrait-on dire, est la somme d'une suite d'aventures incarnées par des êtres chez qui rien ou presque ne se passe comme prévu. Doudou, l'époux de l'héroïne, avait très tôt rêvé de suivre les traces de son pater, chef de famille polygame. À l'arrivée, il n'a été qu'un triste monogame, condamné à chercher une solution qui n'arrive que trop tard avec son corollaire de malédiction. Rokhaya nourrissait le rêve de dénicher la bonne graine dans un tas de prétendants. Quelque chose qui ressemblerait à son ami et confident Omzo. Cet homme, tellement comme il faut, et qu'elle n'a jamais désespéré de piéger dans la forêt odorante de ses charmes. Tante Koumba a lucidement choisi d'épouser un modou-modou, suivant en cela le courant d'une inclination féminine très mondaine qui faisait du type émigré un vrai empereur dans l'espace conjugal. Finalement, en lieu et place d'un jardin fleuri, elle s'est retrouvée sans y être aucunement préparée dans la gueule d'un loup aux dents trop longues qui réduit en charpie toutes ces illusions de femmes physiquement gâtées et objets de tant de convoitise. À ceux d'entre vous, donc, qui n'ont pas encore épluché l'œuvre, j'annonce qu'ils auront affaire à une belle brochette de symphonie inachevée. Et si cette écriture de l'échec est inscrite au cœur et inscrite de façon aussi obsédante dans le récit, c'est sûrement parce que la romancière avait à cœur de nous rappeler que nous sommes tous des roseaux très souvent condamnés à plier et à rompre sous la bourrasque des intempéries dictées par la fatalité. Parce que nous sommes des êtres porteurs de désirs improbables et devant donc assumer nos défaites régulières face aux infidélités d'un monde fait pour nous décevoir. Mais chez les personnages les plus emblématiques de ce roman, le plus important, ce n'est pas certainement de savoir que de telles désillusions peuvent survenir. C'est plutôt ce refus voilé ou catégorique d'admettre que le destin les ait choisis pour dégonfler dans leur espace intime des ballons d'espoir et de volonté. Les contre-coups de ce mystère sont fortement ressentis par l'héroïne Abby, et l'on comprend bien pourquoi, profitant d'un moment de confidence envers son mari, elle fait entendre son inquiétude en ces termes. J'ai toujours été gentil avec mon entourage. J'ai toujours été correct et aimable. Une sœur exemplaire, une épouse dévouée. Je ne mens pas. Je ne vole pas. Je ne trahis pas. Je suis très pieuse. Mais c'est à moi que tout arrive. Page 36. Il est intéressant par ailleurs, cher auditoire, de lire la Pomme d'Adam comme une histoire portée par le souffle démoniaque de la maternité. Chez le couple Abby-Doudou, elle, donc cette malédiction, elle a fait l'objet d'un long appel
secoué par des turbulences invraisemblables. Et lorsque ce vœu ardent a daigné se réaliser, il a pris la forme d'un cadeau empoisonné. Le rayon de soleil tant attendu, en l'occurrence Zahara, n'était que le bras armé d'une malédiction conjugale qui devait s'accomplir irrémédiablement. Elle meurt en couche en donnant naissance à l'enfant de son amant et non loin frère biologique. La case du couple a donc, comme qui dirait, mis près de 20 ans à couver et à nourrir cette âme qui concentrait en elle toute l'innocence et toute la cruauté du monde. Rokhaya, en revanche, n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Mais la maternité s'est infiltrée dans son existence, dans des conditions invraisemblables, et pour lui imprimer une trajectoire à laquelle elle n'était pas préparée. Ainsi, après près de 20 ans passés à caresser une fausse lumière intérieure, elle a été violemment projetée hors du cadre de ses illusions. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas Mariama et que son fils Junior n'était pas le Christ. Au bilan, Fatou nous aura donc servi la pomme d'Adam pour nous rappeler que de façon générale, nul d'entre nous n'est maître de quoi que ce soit, et que même ceux d'entre nous qui arrivent à se hisser au sommet de la pyramide ne sont pas tout à fait certains d'être arrivés à bon port. Que enfin, comme l'avait pertinemment insinué Mariama Ba dans une si longue lettre, le destin n'a aucun égard vis-à-vis de nos attentes, et que sous son implacable déploiement, tout dans notre périssable condition peut, du jour au lendemain, s'écrouler comme un château de cartes. L'une des séquences les plus marquantes de ce récit, c'est à mon avis, et je suis presque sûr que c'est aussi le vôtre, c'est celle où Abi fait face à M. Ndiaye Matar, le psychiatre. La grande réticence dont elle a fait montre avant de se résoudre à se prêter à cet exercice et les arguments qu'elle a dû avancer pour justifier son hostilité sont autant d'indices comportementaux permettant de mesurer l'abîme qu'il y a entre les offres de solutions de l'Occident et d'une certaine Afrique envers des traumatismes liés à des situations de privation comme celle qui frappait l'épouse de Doudou. Au-delà de leur finalité thérapeutique, ces conversations dirigées sont porteuses d'un intérêt littéraire indiscutable. En effet, pour moi, l'élaboration d'une telle scène lève un coin de voile sur le profond besoin d'originalité de la romancière, qui comprend bien que le roman est un bel espace pour interroger des solutions d'avenir et des missions supposées impossibles par le sens commun. Dans l'aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane avait déjà annoncé la couleur en faisant dire aux chevaliers parlant à Delacroix l'hypothèse prophétique que voici. Nous n'avons pas le même passé, mais nous aurons forcément le même avenir, parce que l'ère des destinées singulières est révolue. Le fait qu'elle se soit prêtée, elle, Abi, à l'interrogatoire psychiatrique, n'a pas certes dégonflé toutes ces angoisses liées à sa stérilité, mais cela a positivement fait évoluer la perception qu'elle avait de cet exercice largement considéré dans notre milieu comme un truc de fou. Un psychiatre, c'est elle qui parle. Je ne suis pas folle, Doudou. Je n'ai pas ma place là-bas. Telle avait été donc sa réaction quand son mari lui fit la proposition pour la première fois. À la fin de la première séance, c'est une femme légère comme une feuille que le lecteur découvre. Une femme délestée d'une bonne part de ses présomptions et prête à s'engager pour un nouveau départ. Je cite le livre. L'écriture et le style, parlons-en. Si vous voulez devenir romancier, soyez sûr de posséder ce préalable incontournable qu'est le don de narration. Tout critique sérieux, et celui-ci en fait partie, vous le dira. On ne peut pas rêver de devenir un grand romancier si on n'a pas l'art de raconter une histoire.
Les dispositions de Fatou Ouleye à ce niveau sont indiscutables. Et c'est tant mieux. Vous avez une écriture naturelle et entraînante, mademoiselle. Votre style est à l'image de votre personnalité. Vous y nagez comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire sans jamais forcer votre talent. Vous construisez vos personnages avec une étonnante lucidité et vous ne les laissez jamais à la merci des aventures dans lesquelles vous les embarquez. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler une romancière responsable. Parce que vous ne construisez pas ces êtres d'encre et de papier pour le simple plaisir de les inventer. Ce sont des psychologies bien conçues et bien dirigées et auxquelles vous imprimez des trajectoires tellement appropriées. Votre objectif est de rendre compte des perceptions originales que vous inspirent les tendances comportementales d'une société que vous avez pris le soin de tellement bien observer. Et c'est là un réflexe de grand prosateur, surtout quand il est né et a grandi dans un milieu comme le nôtre. Mon jugement, pour terminer, est donc sans équivoque. Mon jugement est sans équivoque. Vous avez des dispositions étonnantes en matière de fiction et elles rejaillissent admirablement au bout de votre plume. Voilà donc une raison suffisante qui me conforte dans l'idée que votre place n'est pas à la périphérie, mais bien dans la cour des grands. Une autre façon de dire que si Dieu te prête vie et que ta passion reste intacte, l'avenir de la nouvelle littérature romanesque sénégalaise ne se fera pas sans vous. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Cet exposé est brillant. Contrairement à ce que vous annonciez, vous avez dit d'excellentes choses. Vous avez dit même l'essentiel. L'art de narrer, ce n'est pas simple d'écrire un livre, un roman. On croit souvent qu'il faut raconter des histoires familières qui ont cours dans la vie de tous les jours. Mais il y a un travail de transformation qui se fait, qui fait en sorte que la vérité référentielle, le monde réel, n'est pas le monde des livres. Ça aussi, il faudrait bien le comprendre. Il ne faudrait pas qu'un jour on dise « Ah non, 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 c'est Fatou qui se projette ici, c'est elle. » Non. Les personnages et les univers réels ne sont pas les personnages et les univers de fiction. Un critique bien connu a écrit en 1969, Michel Zerafa, « Personne et personnage ». Alors, il ne faut pas confondre la personne sociologique et la personne de papier, tout simplement. On a reproché à pas mal d'écrivains cela, en leur disant, oui, vous, tout récemment, notre jeune collègue Bougar Sarr, qui a écrit un excellent livre, il faudrait que les gens se prononcent aussi sur ça. Nous avons le devoir de le défendre. On est en littérature. Il ne faut pas également que dans ce livre, on voit des choses que des illuminés essaient de travestir. Ça, nous ne l'accepterons pas. Nous sommes en littérature, nous disons ce que nous savons en littérature. Ce que nous savons, c'est que Fatou est effectivement entré dans la cour des grands. Alors, c'est son préfacier qui entre très bien dans le jeu, dès le départ. Et je ne vous prendrai pas la parole là. mais j'ai vu qu'il y a le côté technique assez marqué qui renvoie à l'univers des médias même. La succession, la séquence des événements, c'est apparent. C'est effectivement un livre que l'on peut transformer facilement en scénario de film ou en tout cas d'objet médiatique. Alors, je ne m'étendrai pas longtemps. Bon, c'est pour simplement aller dans le même sens que mon collègue Waliba, qui a commencé par questionner le titre. C'est important, cet ancrage dans la religion. Mais le titre du livre n'est pas dans le livre, comme on le fait souvent. C'est à la page 132 seulement que nous avons, non pas la pomme d'Adam, mais le fruit défendu. Page 132. Vous voyez? Donc c'est une excellente chose aussi de nommer les choses de cette manière-là en prenant des détours. Le destin tragique, oui, il est là. Il est tragique du début à la fin. Il est tragique pour tout le monde. C'est toute une famille qui est condamnée. Parce que la mère de Doudou
mari de Abi, a malmené une domestique qui l'a maudit, qui a maudit toute sa famille. C'est comme dans la tragédie grecque. Hein. Toute une famille est poursuivie par un destin implacable. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Je ne dévorerai pas le livre, hein, je vous laisse le lire. Mais vous verrez qu'il y a quelque chose de terrible qui se met en place. N'est-ce pas, madame? Bon, je m'en arrête là en attendant que... Alors, d'accord. L'écriture de l'échec, c'est effectivement cela. Doudou Abi donne naissance à une fille, Zahra. Mais au moment où Zahra arrive au monde, un garçon vient au monde en même temps. Et ce garçon se trouve être son frère. Ils vont se rencontrer par la force des choses ailleurs que dans le milieu d'origine, en Occident. Ils se rencontrent, ils s'aiment. Un enfant, une fille va naître, mais la mère va mourir. Vous voyez ce destin implacable. Alors c'est ce que Fatou nous a conté dans un travail assez haletant, et ça donne envie de lire. Ça donne envie de lire. Certains me disent qu'ils ont lu ça en une nuit. Les bons lecteurs le lisent en une nuit de toute manière. Alors moi j'ai dû suspendre toutes mes lectures pour me consacrer un peu à la lecture d'eux. On aurait pu en parler autrement, hein. Mais le temps presse, le monsieur attend. Donc... Merci beaucoup, professeur Thion. Vraiment, il sait très bien décoder les choses. Merci également, M. Waliba, pour votre présentation très brillante du livre de Fatou Ouleye Sambou. Et on confirme également les qualités d'écriture, la narration, etc. C'est aussi la formation de base. Hein. Le journalisme, c'est également beaucoup de narration, net télérec. Il y a beaucoup de bonnes choses. On nous jette souvent la pierre, mais il y a également de la très très bonne graine qui est dans le milieu de la presse. Et quand j'ai reçu le livre, j'ai eu l'honneur quand même de faire partie des premières à avoir le livre entre les mains. Et je me suis dit, mais Fifi, dans quoi elle s'est lancée? Qu'est-ce qu'elle a encore écrit? Et quand j'ai ouvert la préface, je vois la signature, c'est M. Martin Silla. J'ai dit, ah, ça je vais lire. Parce que ce n'est pas souvent qu'on lit M. Martin Silla. On le connaît dans l'audiovisuel, parler, au top, visuel, au top, une référence ici. Mais la lecture, j'ai dit, je n'ai jamais lu M. Silla. Je vais commencer la lecture de la préface. Et souvent, j'ai l'habitude de sauter les préfaces quand je lis les livres. Et je commence à lire, je dis, tiens, immédiatement, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Fifi et je lui ai dit, mais tiens, toi, ton grand-père là, il n'a pas le français de Toto Tapopaté, hein. Ça, c'est du vraiment très haut niveau. Et ça donne envie, vraiment, de continuer la lecture. Alors, M. Martin Silla, c'est une référence, pas au niveau Sénégal, pas au niveau africain, mais également au niveau mondial. De par son professionnalisme, ses qualités intellectuelles, sa générosité sur le plan humain, sur le plan social. Et c'est justement à cause de cette générosité, grâce à cette générosité-là, qu'il a le temps d'encadrer les jeunes pousses. Nous souvent, on partage une plateforme. Et pour faire malin, faire genre, je dis, moi, je ne vais pas dans n'importe quel... je ne participe pas dans n'importe quel groupe WhatsApp. Pour le groupe WhatsApp auquel je participe, il y a un Martin Silla là-dedans. Donc, pour faire un peu la maline, quoi, pour montrer que le niveau est très haut. Donc, pour vous dire également, en plus sérieusement, comment sa générosité a vraiment encadré, à sortir toujours chez chaque personne qu'il rencontre, le nec plus ultra. Il estime que chez chaque personne, c'est ce que je ressens, hein, on n'en a pas discuté, il y a des potentialités qu'il peut exploiter et qui peut vraiment projeter cette personne-là au devant de la scène. Moi, ma référence, par exemple, dans le milieu du journalisme, c'est Marie-Denise Epoté. Tout le monde parle d'elle, elle est incontournable dans le métier maintenant, au niveau mondial. Et une fois, j'ai lu l'histoire de Marie-Denise Epoté et j'ai découvert que c'est un produit de M. Martin Silla. Et c'est pourquoi je ne désespère pas, je vais me rapprocher de lui davantage pour devenir également une Marie-Denise Epoté. M. Martin Silla qui a préfacé La Pomme d'Adam, un mot,
avant de passer la parole à l'auteur. Monsieur Silla, c'est à vous. Ben, le voyage continue. Il faudrait peut-être arriver à bon port le plus rapidement possible pour le Michui et le Liga. En tout cas, je voudrais vous saluer tous en vos noms, grades et qualités, mais également en m'inscrivant sur la logique développée par mes prédécesseurs, rendre un hommage particulier à ces grands commis de l'État. Le commissaire Sambou, que je rencontre aujourd'hui, en fait partie. Mahmoudou Cheikh Khan, qui a été le directeur de cabinet du regretté Djiboka dans pratiquement tous ses ministères, l'un des plus grands diplomates, l'un des plus grands administrateurs civils du Sénégal en retraite aujourd'hui, et également dans cette salle. Je l'ai rencontré au début de ma carrière et je pense que cette générosité dont parle Lika, nous l'avons héritée de prédécesseurs de sa trempe. Je voudrais également dire que lorsqu'on assiste à un tel événement, qu'on rencontre ces personnalités, j'allais dire ces sommités intellectuelles, celles qui sont ici, celles qui sont également dans la salle, qui auraient pu être ici. Je pense à Sada, à Blaye Fofana et là, d'autres dans la salle, Maître Mbeng, Amadou Khan qui vient des États-Unis, d'autres, de jeunes créateurs qui sont là, de jeunes journalistes. Je pense que nous devons bâtir sur quelque chose qui est essentiel, c'est le capital humain. Et je dis, lorsqu'on parle d'émergence dans ce pays, le fondement, comme quand vous faites votre maison sur lequel on doit tout établir, c'est le capital humain. Quand je parle de capital humain, il n'est pas seulement intellectuel. Je le prends au sens de Gramsci. Ces intellectuels organiques qui ont la capacité de faire, de savoir, d'acquérir des connaissances et de transformer le monde et leur environnement. C'est le mécanicien du quartier qui va vous réparer une voiture que tout autre garage dans l'Occident aurait remis à la casse. Ce sont ces artisans qui font ces salles. Ce sont ceux qui ont fait ces affiches. Mais c'est également tout le savoir-faire de Fatou Ouley, ma fifi, qui m'a fait confiance. On a beaucoup échangé. Je l'ai lu, je pense que le roman, je l'ai lu plusieurs fois, on l'a relu, on a fait des allers-retours. Mais dans sa démarche et dans sa manière de faire la promotion, je dirais là, le docteur Diallo devra payer peut-être des droits d'auteur et des dividendes. Elle a innové en termes de lancement d'un produit culturel. Vous en avez eu une illustration avec la vidéo. Vous en avez eu une illustration dans tout ce qu'elle fait avec le passeport que nous avons aujourd'hui. Professeur, vous avez oublié le mien, mais moi j'en ai, je pourrais vous prêter un passeport, mais ce ne sera pas un trafic. Donc je pense que c'est de ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut saluer, c'est ça qu'il faut encourager. Mais quel que soit son talent, etc., je dis que c'est le produit de l'éducation. Et je sens bon. Ta maman, tes grands-parents dont je suis, et tous les autres, également tes collègues au soleil et ailleurs qui t'ont accompagné. Et je crois que cela est fondamental. Dans un pays et dans un monde en profonde mutation, où les crises se multiplient, où les challenges se multiplient, il est fondamental que nous revenions à ces prémices, à ces soubassements, pour armer psychologiquement, physiquement, intellectuellement, moralement, cette jeunesse, en donnant la place également aux jeunes femmes. Ce roman, je ne l'aurais pas connu, je l'aurais lu le manuscrit, j'aurais cru que ce serait une dame d'un certain âge, ou d'un âge certain. Mais comme le disait le professeur tout à l'heure, ce n'est pas des histoires vécues, c'est des observations, c'est de la fiction, c'est de la narration, c'est de l'imagination, c'est de l'imaginaire. Et c'est cela qui donne un produit qui est à la lisière du réel et de la fiction. De l'irréel et de la certitude. De choses vécues, tues, exprimées ou pas. Et c'est cela qui est fondamental. Donc je voudrais vraiment encore une fois te féliciter, te dire prenons rendez-vous pour le prochain roman. Je pense que nous avons déterminé le lieu où nous ferons le lancement. Je n'en dirai pas plus. Mais également dire que c'est vrai, je pense que c'est le professeur qui l'a dit, c'est une symphonie inachevée, mais je dirais qui invite à la maïeutique au sens socratique, où chaque imagination,
chaque passion peut se défouler et se dérouler. C'est également une sorte de catharsis, une sorte de purgatoire des passions, multiples, diversifiées. Je n'en dirai pas plus, parce que je voudrais que chacun aille acheter ce livre. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Silla, que c'est difficile de parler après M. Makhtar Sylla. Maintenant, nous allons donner la parole sans plus tarder à l'auteur de l'ouvrage, du roman, Fatou Ouleye Sambou. Pas de témoignage sur elle, parce que je suis de nature très émotive. Si je dois parler de tout le bien que je connais de Fatou Ouleye, je vais verser des larmes, et quand je pleure, je ne pourrai pas bénéficier de barbecue. Donc, Fatou Ouleye vient parler, et après on passe aux choses sérieuses, quoi. Merci Madame Sylvie. Alors, on se remet au micro, mais je souhaiterais sur cette lancée passer la parole à un autre journaliste qu'on a nommé plusieurs fois dans cette salle, c'est Abdoulaye Fofana Seck. Vous venez dire un mot à l'endroit de vos collègues avant que cela ne continue. Monsieur le modérateur, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré de prendre la parole en présence de cette auguste assemblée. En ce moment précis où j'aurais besoin de prendre une cure de silence méditatif, d'enfourcher le cheval méditatif de l'enthousiasme et de l'imagination dans la créativité, j'aurais besoin tout simplement de prendre un peu de recul, mais les circonstances ne me autorisent pas et je suis tenu de dire quelques mots, avec, c'est vrai, beaucoup d'émotion. Dans une salle où je trouve le grand frère et l'ami Sada Kane, l'élégance personnifiée, je reste toujours très ému. Il m'arrive souvent de le dire, dans l'histoire de la télévision démarrée en 1972 par Mamadou Abdoulaye Fofana, le fils aîné de mon illustre homonyme, la première équipe, Malik Gueye, Ibrahim Ndiaye, esquisse et création, Mamadou Diop, Sada Kane, Sokhna Dieng, Elisabeth, Diadji Touré, à quelle brochette de journalistes talentueux. Plus tard, mon grand frère Amadou Mbaïloum en 1976, les Babacar et autres sont venus. Des gens pétris de qualité, des hommes d'honneur et de devoir. Lorsque j'ai reçu l'invitation de Fatou, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert pour la première fois, Fatou, j'ai accepté votre invitation parce que ce chef-d'œuvre présenté aujourd'hui est édité par l'Harmattan, que dirige avec brio mon jeune frère et ami Abdoulaye Diallo, brillant historien. L'histoire, c'est le creuset de tous les savoirs. Fatou, je me dois de vous dire la vérité. Si j'ai accepté votre invitation, parce que ce chef-d'œuvre est préfacé par mon illustre grand frère et patron, Makhtar Sylla, applaudissez-le. Makhtar souffrait de me voir dire quelques mots sur votre personne. Vous êtes l'humilité personnifiée. Makhtar, docteur ès lettres, talentueux angliciste, juriste de renom, vous avez marqué l'histoire des médias ici et ailleurs. Mon très cher grand frère, mon très cher patron, vous avez eu à écrire en lettres d'or ici et ailleurs, et vous ne cessez de le faire à travers aujourd'hui le continent africain en panafricaniste convaincu. Citoyen d'honneur qui parcourt le monde, mon très cher grand frère, dans ce contexte difficile,
le Sénégal, notre pays, aimerait bien te voir revenir à la source. Notre pays, dans ce contexte difficile, notre cher grand frère a besoin de votre expertise, de votre carnet d'adresse, de votre engagement pour son rayonnement, mon très cher grand frère. Monsieur Sylla, je revois les paroles de votre mère, nit ku baax, nit ku tedd. Mu ne ma Abdoulaye Fofana, yow ak Makhtar Sylla ay doomu ndey ngeen. Ka ko mel ni Cheikh Yado Diop ak Soxna Fatou Diop bi yar sama ndey mu jur Soxna Bintu Mbacké dee rek moo leen tàqale. Mu ne ma maamu Makhtar sa maama ko gàddu yóbbu Serigne Touba mu jébbalu kon li ma boole yow musul mën a deñ. Mon très cher grand frère, je suis heureux de te voir jouer le rôle que vous êtes en train de jouer à travers le monde. Birahim, voilà un homme, un grand monsieur qui participe au prestige de notre continent. Ancien directeur général de TV5, ancien directeur général de la RTS, Fatou, vous avez fait le bon choix. Mon grand frère, la question que je vais poser, comme vous êtes un citoyen du monde, j'espère aujourd'hui trouver la réponse. Mon très cher grand frère, j'ai été amené à l'école française, comme Samba Diallo, comme Cheikh Hamidou Kane, comme Kotia Nima, comme Léopold Sédar Senghor. J'ai lu le syllabaire et je me suis familiarisé avec les terres de nos compas. Au moment de partir en Europe pour parfaire ma formation, une voie indo-européenne, la voie de Bergson-Maret, nous agrandit par la force, nous attendons au supplément d'âme. Alors, grand frère, que faut-il faire pour vivre sa passion d'amour à côté de son amour en toute tranquillité? Je pose la question à Samba Diallo Cheikh Hamidou Kane, il me répond par une autre question. Ce que l'on apprend vaut-il ce que l'on oublie? Et comme la grande loyale revenait, il préféra se suicider, démissionnaire, tué par son propre personnage, le fou. Je vais en Guinée, je demande aussi le national Amin Sékou Touré, que faut-il faire? Il me dit, Camara Laye n'est plus l'âme de l'Afrique dans sa partie guinéenne. Il a abandonné sa mère dans sa case de Chefilochamp. Il vit à Dakar en bourse. Je demande à l'illustre Léopold Sédar Senghor l'immortel, que faut-il faire, Léopold? Il me dit, je suis broyé sous les pattes pachydermiques. Désolé, je vais au Niger. Je cherche côté Nima Boubou Ama. Entre-temps, président de l'Assemblée nationale du Niger, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, j'ai répudié ma femme nègre, j'ai épousé une blanche. Je ne sais plus manger à la main, il me faut une fourchette. Makhtar, citoyen du monde, vous parcourez le monde. Grand frère, qu'est-ce que je dois faire pour vivre ma passion d'amour en toute tranquillité à côté de moi? J'ai vu le dictionnaire. Il y a deux mots qui m'ont toujours frappé depuis le lycée Alexis. Espoir et amour. Je vous remercie, mon très cher. Merci beaucoup. Abdoulaye Fofana Seck, espoir et amour. Oui, mais j'ai entendu des noms d'illustres journalistes. Je ne peux pas ne pas demander à M. Sadakan de prendre la parole. Il ne veut pas, ça je le sais, mais... Non, Abdoulaye. Non. On connaît ça. C'est pas Abdoulaye. Oui, mais c'est tout ce qu'on pouvait dire. Hein. Vous avez compris. Oui, bon. Vous avez pris la parole. Ce sont vos jeunes frères, ce sont. Oui, ils ont. Bon. C'est Sada qui parle comme ça aussi. C'est Sada qui parle comme ça aussi. Ils ont tout dit. Alors qu'ils passent son temps à dire de nouvelles choses. Toujours. Mais je profite de l'occasion. J'ai écrit un article scientifique sur vos productions. Est-ce que vous avez vu le texte? Je l'ai envoyé, je n'ai pas eu de retour. Je les ai reçus. Ah. On se retrouvera, on en parlera. Oui, encore. D'accord, merci, M. Sadakan. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je n'ai plus le droit, moi, de parler après les journalistes. Hein? Oui, voilà, c'est le moment de donner la parole maintenant à l'auteur, Madame Fatou.
Fatou Sambou, vous avez la parole. Bonsoir. Monsieur le directeur des éditions Harmattan Sénégal, Monsieur le directeur général de Label TV et Label Radio, Monsieur le directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt de marchandises au Sénégal, Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire, Monsieur le directeur exécutif plutôt de ENDA Santé, Madame la 4e vice-présidente de la Fédération sénégalaise de basketball, Monsieur le directeur général de Boulot Sécurité. Chers parents, chers amis, chers collègues, chers professionnels des médias, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'effet de procéder à la présentation et la dédicace de mon premier roman. Je vous remercie d'y assister malgré vos emplois du temps chargés. Vous savez, je ne sais pas demander de l'aide. Je ne sais pas déléguer les tâches non plus. Et cette cérémonie, justement, j'avais prévu de la préparer toute seule, de A à Z. Les supports de communication, notamment avec le fameux passeport, la gastronomie, la décoration, etc. J'ai commencé à m'y atteler il y a plusieurs semaines avec un planning bien ficelé, mais il y a un paramètre que je n'avais pas pris en compte, le Ramadan. Toute mon énergie et mon enthousiasme se sont effrités et il me fallait du soutien. Heureusement, mes amis et ma famille étaient là pour me prêter main forte, surtout ma sœur Fatou qui est venue exprès du Maroc pour me chaperonner. Louis II disait, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc tout naturellement, mes remerciements sans borne vont à ma famille, ces êtres chers avec qui je suis liée par le sang ou par l'amitié, mais également à mes collègues avec qui je partage plus qu'un lieu de travail. L'écriture est pour moi une nourriture spirituelle, une thérapie. C'est une passion qui m'enflamme depuis ma tendre jeunesse, car aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit. Je savais à peine tenir un crayon quand ma mère, voyant ô combien mon frère et mes sœurs me taquinaient, comme j'étais la cadette, et pour que je ne perturbe pas la correction de ses devoirs, me demandait de m'installer à côté d'elle et de coucher sur du papier ce que je ressentais. Elle me demandait de raconter ce qui venait de se passer et je me mettais à plonger ma plume dans mon petit cœur avec, bien sûr, une exagération démesurée. C'est à elle que je dédie ce roman, à mon père également, qui m'a mis sur le chemin de son ami, le docteur Abdoulaye Diallo, directeur de Harmattan, qu'il a connu quand il était chef du dépôt légal à la direction de la sûreté du territoire. Je le dédie également à mes frères et sœurs, mes oncles, mes tantes, mes mamans. Oui, j'en ai plusieurs. Je suis ce qu'on appelle en Wolof l'Irunetile. J'ai beaucoup de mamans affectives, aimantes, douces, généreuses. Je vais citer maman Lika Sidibé, qui était d'abord ma collègue quand je travaillais à la West Africa Democracy Radio et qui m'a toujours protégée et encadrée. Je vais également citer maman Aïssatou Seydi, qui est là aujourd'hui, 4e vice-présidente de la Fédération sénégalaise de basket. J'ai pris goût à l'écriture et je ne pouvais plus m'en passer. J'aimais particulièrement lire les histoires aux fins heureuses. D'abord, j'avais commencé par des bandes dessinées. Ensuite, quand j'étais adolescente, je lisais des romans parfumés à l'eau de rose, Harlequin, Collection blanche et autres bouquins de jeunesse que laissait sur sa table ma grande sœur Aïssatou. Elle, par contre,
c'est une maniaque de la lecture. Est-ce que vous voyez le petit bout de journal qu'on vous donne en vous remettant le pain du matin? Elle le lit en prenant son petit déjeuner. J'aimais lire pour ensuite faire des fiches de lecture et quelquefois, quand la fin de ces histoires ne me satisfaisait pas, j'en imaginais une qui était plus à mon goût. Tantôt, je les réécrivais en attribuant aux personnages des rôles plus adaptés, à mon sens, à leurs histoires. Tantôt, j'en changeais complètement la trame. Il y a à peu près une dizaine d'années, je crois que c'était en 2011, je me souviens avoir presque fini un manuscrit et j'en avais même parlé à mon père. Je l'ai malheureusement perdu en déménageant. À l'époque, je n'avais pas eu le réflexe d'en faire un tapuscrit, c'est-à-dire un fichier dactylographié. Je me dis que peut-être que ces écrits-là ont fini chez une de nos tatas vendeuses de Gertejaf, dans l'estomac d'une souris, à Mobus, ou même emportés par le vent qui l'aura déposé dans la rue pour se retrouver plus tard entre le balai et l'appel d'une brave domestique. Qui sait? À l'école, un de mes camarades de classe se plaisait à m'appeler Paper Woman. Parce que jamais, je dis bien jamais, je ne prenais le risque de poser une question au professeur sans l'avoir écrite au préalable. J'écrivais mes questions et je les lisais. Je ne voulais pas que ma bouche trahisse mon esprit, de peur que j'embauche une pensée autre que celle que j'avais pour éviter tout quiproquo. Était-ce du trac ou de la prudence extrême? Je n'en saurais le dire. Tout ce que je sais, c'est que rien ne me rassure plus qu'un crayon. Avec ce bout de bois, j'ai le sentiment de pouvoir corriger à ma façon toutes les imperfections du monde, d'en finir avec toutes les tristesses, toutes les injustices, de redonner espoir à ceux qui l'ont perdu et enfin de dessiner le sourire sur le visage de ceux qui ne peuvent y prétendre. S'agissant du roman La Pomme d'Adam qui nous réunit aujourd'hui, il parle du fruit interdit, cueilli et peut-être croqué par la jeune Rokhaya à l'occasion d'une longue traversée à la quête du bonheur. C'est à la croisée des chemins entre l'adolescence et l'âge adulte, l'amour et la haine, la passion et l'interdit. Ce livre parle de la vie, de ses plaisirs, ses mystères, entre angoisse et espérance, mais aussi de ses surprises, agréables comme tragiques. L'histoire prend vie à Dakar et fait le parallélisme entre deux personnages qui mènent des vies que tout oppose, mais que les caprices du destin agrègent. D'une part, Doudou, la quarantaine, modeste professeur de mathématiques au style coincé dans le temps, et d'autre part, Rokhaya, jeune étudiante en médecine fortunée, mal à l'aise dans le confort que la vie lui offre. Contre toute attente, chacun trouve en l'autre la pièce manquante du puzzle de sa vie. Ils s'autorisent alors une petite récréation, mais les choses dérapent et se compliquent. Et ce répit va constituer pour eux une prison à ciel ouvert. Parlons de prison justement. Je remercie le colonel Jean-Bertrand Bopandé, directeur de l'administration pénitentiaire, qui nous accueille ici généreusement dans ses locaux et qui fait un travail important pour la réinsertion sociale des détenus. C'est grâce à lui qu'on peut voir aujourd'hui des produits fabriqués par les détenus accessibles à tous dans les rayons de nos supermarchés, notamment au champ. Et je crois qu'il est en train d'impulser vraiment de nouvelles dynamiques en valorisant la main-d'œuvre carcérale avec notamment Pénipro et Pénilé qui nous accompagnent dans cette cérémonie. Au nom de tous les détenus, dont certains sont juste derrière nous, je vous dis merci. J'ai représenté de façon tout à fait naturelle, voire inconsciente, les grandes émotions dans ce livre. La joie, la tristesse, la haine, la peur, la colère, le chagrin, l'extase, l'ennui, mais surtout l'optimisme. Et en chaque personnage, j'ai cherché à faire émerger l'une de ces émotions. Quoi qu'en eux également se soit développé d'autres sensibilités de façon plus ou moins discrète.
J'ai débuté et fini ce roman sans vraiment m'en rendre compte. J'aurais pu l'écrire en 6 mois, tout au plus, mais mon objectif premier n'était pas vraiment de le publier dans une maison d'édition ou de devenir écrivaine non plus, ou romancière. J'écrivais quand j'en ressentais le besoin pour me libérer de mes émotions ou pour m'en créer. Je l'ai écrit entre le Sénégal et la France et la majeure partie c'était quand même en France lors de mon séjour là-bas. L'histoire de ce roman m'est apparue comme une évidence. Un jour, alors que j'étais au téléphone avec mon ami Samba Oumar Fall, journaliste et auteur chez Harmattan, je traversais les 2 voies de Sacré-Cœur et c'était comme si les scènes se déroulaient devant moi. Je lui en ai parlé et il m'a dit « mais couche ça sur ton papier ». Et je l'ai fait. C'est pourquoi j'ai tenu à lui rendre hommage au tout début du roman en citant son œuvre « Un amour au fond de l'océan » que je vous invite à acheter. C'est disponible en kiosque. Je le remercie du fond du cœur d'avoir été mon premier lecteur. J'ai donc écrit et quand j'ai fini, j'ai transmis le tapuscrit à l'Harmattan sur les conseils de Samba Oumar et quelques mois après, le 30 décembre passé, ils m'ont écrit. Et grâce à l'intervention de mon père aussi qui a facilité le contact avec le docteur Diallo, je l'ai proposé à Harmattan. Ensuite, j'ai choisi mon papy Mokhtar Sylla pour préfacer le roman. Il a tout de suite accepté et m'a fait la meilleure préface que je n'aurais pu jamais avoir. Grand homme des médias, au parcours impressionnant, juriste devenu doctorat en lettres à l'âge de 25 ans, et par ailleurs angliciste, cet universitaire passionné de littérature et chef d'entreprise est actuellement directeur général de Suno Label TV, MS Consulting, Africa Communication et Conseil. Va savoir d'où je tiens un peu ma polyvalence. Ancien directeur de TV5 Afrique, Dr Mokhtar Sylla tient son leadership de son père Mamadou Sylla, qui avait choisi l'enseignement pour marquer son empreinte en formant des personnalités politiques telles que l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, l'ancien premier ministre Habib Thiam et l'ancien ministre de la Justice, M. Jacques Baudin. Il a reçu plusieurs distinctions, notamment celui de chevalier de l'Ordre national du mérite du Sénégal en 1995, Grand Prix de la coopération internationale au Festival de Casablanca en 1996, Trophée de l'excellence de l'Association pour la coopération et le développement Afrique Communauté, Prix de l'excellence en 2005 et 2006 du meilleur média TV privé du Cameroun. Il a également reçu 4 des 5 prix Sénat 2006 du Syndicat national de l'audiovisuel du Cameroun. Et aujourd'hui, il reçoit celui de l'ambassadeur spécial du roman La Pomme d'Adam. Et j'ai tenu vraiment à lui faire un petit cadeau que je dois bien lui remettre, son jeune frère, M. Abdoulaye Fofana Seck. C'est quoi qui est l'autre? Ah d'accord. Je vous demande de montrer ce grand frère. Applaudissez ça avec
cette fois-ci, je vais demander à mon cher grand frère, Sadakan, de dire quelques mots sur l'autre grand frère que j'apprécie énormément, Makhtar. Bala nga xam ne def lu baax rek moom solo nga dem ba tële ko Abdoulaye Fofana ancien ministre sous Senghor moo ne Abdoulaye bala ngay xam ne def lu baax rek moom solo nga dem ba tële ko te li nga mën lu mu yàgg-yàgg di nga ko tële mais bis boo ko tëlee ba nga xam ne wàccoo nga ak ñoom. Quand il a été DG de la RTS, j'en ai pas connu plus ambitieux, plus généreux, plus courageux et plus engagé. kon tey loolu dootul ni man sarak maa koy seede ci kanamu sama mag sama xarit Sadakan Sadakan di quelques mots sur le grand frère. Moi je peux seulement tout simplement faire un témoignage sur Makhtar Sylla. C'est quand il était directeur général de la RTS. En ce moment-là, tu te rappelles, mes émissions étaient diffusées sur TV5. Au moment où on a essayé de les bloquer, je ne devais pas me tarder sur les raisons pour lesquelles c'était fait, mais quand je t'ai vu, je pense que j'étais à Paris et j'ai vu que tu étais directeur de TV5 Afrique. Et j'ai fait demander pourquoi les émissions ne passaient plus et tu m'as expliqué les raisons et tu as tout fait pour que ces émissions puissent reprendre. Ça, je pense que c'est un acte de générosité, la générosité dont on a parlé ici, aussi de solidarité, de compatronnelle. Et aussi, je me rappelle, quand tu es venu directeur général de la RTS, tu m'avais appelé en me demandant que les finances vont se retrouver, il faut faire une émission sur l'environnement. Je te dis que je connaissais l'environnement parce que pendant 18 ans, j'ai été coordonnateur de la communication et de la tiers-monde, donc je connais l'environnement, mais ce n'est pas ma spécialité et que je voudrais rester dans ma spécialité qui est la culture et la littérature. Donc ça, c'est des actes de générosité que je peux témoigner à ton égard, à ton endroit. Et je t'en remercie pour cela. C'est tout. Alors tout à l'heure, je n'ai pas voulu parler du roman parce que Fatou Dassé, ça fait 7 mois que je l'ai lu pour faire une émission avec elle, que j'ai fait rediffuser ce matin d'ailleurs. Alors et ça m'était complètement sorti de la tête. Et c'est pour ça que je ne voulais pas venir parler du roman que j'ai lu il y a 7 mois. Il aurait fallu, si j'avais été retenu à temps, que je le relise et que je puisse en parler de manière conséquente. C'est tout simplement pour cela que je vais prendre la parole tout à l'heure. Mes félicitations pour votre Je me confidence avant de donner le micro. En 2000, il y a eu l'alternance. Wade a remplacé le président Diouf. Et Wade a nommé Makhtar Sylla, directeur général de la RTS, en remplacement de mon très cher grand frère, Gila Thiam. Au lendemain de l'alternance, 3 mois après, mon cher grand frère Babacar Diagne a été relevé de ses fonctions de directeur de la télévision. Il a été remplacé par Ibrahim Esli Sall. Un jour, Makhtar Sylla m'a pris dans son bureau. Il m'a dit, petit frère, je voulais discuter avec toi parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai dit, ah, monsieur le directeur général, c'est quoi? Il m'a dit, jeune frère, moi je voulais pas rassembler cette famille de la RTS là. Babacar Diagne, quel que puisse être ce qu'on nous reproche, on a quitté la direction de la télévision. Il parle qu'aujourd'hui, le continent, entre la Gambie, le Gabon, un peu partout, je vais le ramener dans cette maison parce que cette maison a besoin de son expertise. loolu nit ku baax moo ko def ndax moom moo ko wax dëgg yàlla ñu avec Babacar Diagne il l'a fait juste il a koy wax Makhtar c'est ça qu'il a fait ça c'est pourquoi cet homme-là quand je le vois je dis que c'est un joyau de générosité un symbole d'humilité yàlla na ko yàlla fay. Fatou va continuer son intervention. Est-ce que vous... Alors nous allons écouter la suite de l'intervention de Madame Fatou Ouleye Sambou. On m'accuse souvent de ne pas être simple. On m'accuse souvent de ne pas être simple. Je disais qu'on m'accuse souvent de ne pas être simple. D'ailleurs, toutes les personnes à qui j'ai remis le passeport de lecture et le titre de voyage
me l'ont rappelé. Mais à travers ce roman, j'ai fait un important travail sur moi. Je me suis dit que je vais l'écrire simplement pour le rendre accessible à tous. Je me suis focalisée sur l'histoire. Je ne voulais pas que les gens soient distraits par un vocabulaire trop lourd. Je ne voulais pas non plus que les gens se perdent. Donc, s'il y a des gens... S'il y a des amateurs de quel mot je vais utiliser, de grammaire, hein? Donc, je m'excuse un peu d'avoir fait ce qu'il m'était impossible de faire, être simple. Je ne saurais terminer, bien évidemment, sans remercier mon mari. Parce que il faut vraiment être résilient pour vivre avec moi. Il était tellement occupé à vouloir... Partout le public réclame cette public se résilient. Il est allé au marché pour s'acheter une très belle tenue, mais avec toute la pression que je lui ai mise, il n'a pas pu mettre ça. Il n'a pas déjeuné aujourd'hui, hier non plus, et il n'a pas dormi aujourd'hui, cette nuit ni la nuit précédente, juste pour ne pas que je me plaigne, parce qu'il se... Voilà. Je le remercie, M. Amitiam, qui est là-bas. Il est très timide, donc on ne viendra pas ici. Je voulais également vous remercier d'être là. Ça me touche beaucoup. C'est le premier samedi après le Ramadan, ce n'était pas évident. Il y a eu beaucoup de programmes, il y a eu beaucoup d'embouteillages, mais vous avez quand même tenu à venir. Je vous dis tout simplement merci et bon appétit certainement pour le barbecue de Maman Lika. Merci. Je pense qu'au début, on aurait dû parler de Samba Oumar Fall. Le livre commence par une citation de son livre « Un amour au fond de l'océan ». Alors, ça commence donc par une tragédie. Nous entrons dans la tragédie, mais c'est une voix féminine qui annonce l'atterrissage à l'aéroport international. Et justement, comme le disait tout à l'heure mon frère Sek, c'est l'espoir. Amour, mais espoir cette fois-ci. On est entré par la catastrophe, mais on est sorti par l'espoir. Allons-y vers l'espoir. Alors, y a-t-il, je pense que, peut-être M. Sambou. M. Sambou qui est là. Bon, tout à l'heure, moi je me sentais plus en sécurité. On me dit il y a une prison là, il y a un commissaire, il y a un avocat, monsieur. Mais je dis nous ne sommes plus en sécurité là. Mais je suis rassuré. Mon avocat préféré est là. Monsieur Sambou, vous voulez un seul mot? Un seul. S'il vous plaît. Le devoir de réserve. Allez. Oui. Oui. Je vais poser une question. Quand tu voudras. Oui. C'est un exercice difficile auquel il faut me convier. Moi, j'étais fonctionnaire de police, comme ils l'ont bien cité, mais un fonctionnaire de police très spécial. Parce que j'ai fait toute ma carrière dans les services spéciaux.
Et comme mon ami le docteur Diallo l'a dit, nous nous sommes connus quand j'étais responsable du dépôt légal au ministère de l'Intérieur. Au dépôt légal, ma fonction était de lire. Les autres écrivent, mais moi je lis. Tout ouvrage écrit, avant qu'il ne soit mis à la disposition du public, moi je devais le lire. Souvent, certains m'accusaient, d'ailleurs, le Dr Diallo, d'être le censeur de l'État. Parce qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages que vous n'avez jamais lus, que moi j'ai lus, qui sont dans ma bibliothèque, et que vous, le grand public, n'a jamais pu lire. Et souvent, nos intérêts, les intérêts de l'État que moi je représentais, les intérêts sécuritaires, étaient avec ceux des éditeurs. Oui, c'est pourquoi je voudrais aussi remercier le docteur Diallo. Quand ma fille m'a parlé de son ouvrage, je l'ai appelé. Et comme il l'a dit, si bien dit, il m'avait dit qu'elle n'avait pas besoin de passer par moi pour publier. Je suis vraiment honoré de cette belle assistance. Nous avons tous connu les éminentes personnalités qui sont là de la presse, de Marc Silla, que mon beau frère, et je sais qu'on a un ami commun, Ndongo Diaw. Ndongo Diaw qui a été le directeur de l'ART, qui était mon camarade de classe. On était dans la même classe avec les Diène Farbassar, tout ça, qui nous parlait souvent de vous, Ndongo Diaw. Donc, quand j'ai lu la préface, j'étais honoré qu'un si grand homme des médias préface l'ouvrage. Moi, au début, j'avais douté. J'avoue, il faut le dire. Quand elle m'a parlé de l'ouvrage, j'avais douté. Tout à l'heure, elle a évoqué un manuscrit qu'elle a dit qu'elle a égaré. Non, le manuscrit, je l'ai retrouvé dans. Elle me l'avait remis, mais je n'étais pas convaincu. Et c'est moi qui l'ai gardé. Ça, c'est sûr. Ah oui, exactement. Et aujourd'hui, je fais mon moyen coupable. Parce que cet ouvrage-là, qui a reçu des échos favorables, de grands hommes de lettres, de critiques comme ça, Dakar, vraiment, je ne peux que me féliciter. Et féliciter ma fille et lui dire bon vent. Comme je l'ai dit, moi je n'écrivais pas, mais je lisais. J'ai beaucoup lu. Mais quand j'arrivais à mon bureau, à 5h30 ou 6h, je trouvais toute la presse. Tout ce qu'il y avait comme presse était dans mon bureau. Donc, j'étais tenu de le parcourir, de le lire. J'avais des collaborateurs et qui devaient relever certaines choses qui étaient en porte-à-faux avec la sécurité de l'État. Je lisais tout. Et on m'obligeait parfois de passer des nuits blanches. Je vais vous raconter une anecdote. Le dernier ouvrage qui m'a été soumis pour lecture avant sa publication était un livre d'un chercheur français, Jean-Claude Maru, qui parlait de la crise casamançaise. L'auteur est arrivé au Sénégal. Vers 16h, il devait présenter l'ouvrage le lendemain à 10h. Je suis rentré à la maison à 20h, mon patron m'appelle, me dit il y a un auteur français qui arrive, qui doit présenter son ouvrage demain. Donc nous voulons savoir ce qu'il y a dedans. On vous a mis un exemplaire à votre secrétariat. Il était 19h. Je suis retourné au bureau. Je suis arrivé là à 20h45, 22h. Quand j'ai vu l'ouvrage, il faisait 300 pages. Il fallait le lire juste pour le lendemain. J'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu. Dieu m'a aidé. Je suis tombé sur des passages qui vraiment ne militaient pas en faveur de... Voilà.
de la publication de l'ouvrage. Le lendemain matin, j'ai fait mon rapport au ministre et le livre n'est jamais paru. Après, je me suis exilé pour mener une vie tranquille aux Nations Unies. C'est là-bas que j'ai terminé ma carrière. Merci à tous. Oui, c'est bien. Le dépôt légal, ça sert à ça. C'est la sécurité. L'État, c'est notre sécurité à nous tous. Alors, monsieur le directeur, je vous donne la parole. Ou alors je la donne à madame, simplement. Alors, maintenant, s'il y a des membres de la famille qui souhaiteraient témoigner en quelques mots, vous avez la parole. Je crois que mon ami, mon cher avocat qui a été invité comme moi, comme ça, vous pouvez témoigner. Vous aussi, vous avez le livre entre. Je sais que vous l'avez lu. Vous l'avez lu. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, on atterrit? Oui, voilà, on atterrit. Allez, bonne lecture. Oui, voilà, oui. Le colonel qui nous reçoit aujourd'hui, je pense qu'il a son mot à dire. Nous lui donnons la parole. Est-ce qu'il est là? Comment il s'appelle? C'est vous? Mais colonel. Colonel. Les colonels ne parlent pas de Michou. Oui, voilà. C'est vous, venez. Il faut même nous rassurer. Parce que moi, je vais rentrer tout de suite. Est-ce que je suis sûr de rentrer? Dites-le-moi tout de suite. C'est sûr. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, Auguste auditoire. En lisant la dernière page de ce roman, j'ai vu ce qui suit. Oui, Doudou, je suis venu te ramener ton fils. Je dirai à Fatou, oui, Fatou, l'administration pénitentiaire est venue vous adresser ses félicitations. Au nom de Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire, le colonel Jean-Bertrand Bokandé, au nom également de tout le personnel pénitentiaire et des détenus dont nous avons la charge, nous tenons véritablement à remercier Madame Fatou Oulaye Sambou, remercier pour le travail qu'elle accomplit pour le compte de l'institution pénitentiaire. La disponibilité, l'engagement, le dynamisme et l'abnégation dont elle a toujours fait montre n'a fait que relever et véritablement participer à l'effort de préparation à la réinsertion sociale, qui est une mission particulière pour l'administration pénitentiaire. En ayant un peu parcouru ce roman, je ne puis dire que Fatou a eu un style charmeur. Un style charmeur accompagné d'un érotisme singulier. Sa plume a fait vivre, oui, elle a fait vivre. Et véritablement, elle a su donner à la romance sa grandeur. Parler au cœur tout en parlant aux esprits. Quelle a été sa réussite. Au plan communicationnel, Fatou a été d'un grand appui pour l'administration pénitentiaire, non seulement en ayant la charge de gérer notre digital, la page Facebook, mais également en faisant la promotion à chaque fois que de besoin de l'ensemble des activités,
non seulement de la direction de l'administration pénitentiaire, mais également des activités de préparation à la réinsertion sociale. Sur ce fait, je pense que beaucoup ont pu constater la promotion qu'elle a faite pour la vulgarisation des produits Penny Pro, produits fabriqués par les détenus et commercialisés dans les rayons quand même Auchan, produit qui fait partie, si je ne me trompe, des partenaires de cette activité. Je ne puis terminer véritablement sans pour autant dire à Fatou que les portes de l'administration pénitentiaire vous sont ouvertes et resteront telles quelles. Bien sûr, je suis sûr qu'elle n'a pas prêché dans le désert, même si certains me diront qu'on n'est pas à proximité du Sahara, mais l'amour dégagé, l'espoir suscité dans ce roman reflète véritablement la personne qu'elle est. Je vous remercie. Voilà, merci. Elle a su parler au cœur et à l'esprit. Je pense que c'est important de le dire. Tous ceux qui l'ont lu le livre savent très bien de quoi vous parlez et je pense que c'est... Je vais prendre la parole. Oui, vous êtes présentez-vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Mam Guénaou, je suis un oncle à Fatou Ouleye Sambou, le dernier frère donc de sa maman. Bon, en plus de ça, je parlerai d'abord au nom de la famille, mais en plus aussi à un niveau peut-être, et je vais commencer par là, à un niveau beaucoup plus personnel. Elle est ma nièce, mais il est rare qu'elle soit sur des projets, sans pour autant qu'elle m'y associe ou bien qu'elle me demande mon avis, parce qu'on partage quand même en commun. On évolue dans la même sphère, je travaille dans la communication. Ça va vous paraître bizarre que je puisse avoir quelques... Mais c'est l'émotion qui étreint un peu ma voix. J'aurais bien voulu avoir préparé un petit discours. Je passe mon temps à écrire des discours, ça fait partie un peu de mon travail. Aujourd'hui, bon, on va un peu improviser. Je ne parlerai pas de livres, parce que c'est difficile de parler d'un bouquin qu'on n'a pas lu. La raison, elle est très simple. J'ai commencé à lire le bouquin, j'ai commencé à... Bon, je me suis un peu retrouvé dans l'univers avec peut-être quelques 2-3 prénoms qui m'étaient un peu familiers. Après, j'ai dit non, je vais m'arrêter de lire, je vais arrêter la lecture. Parce que j'avais un peu peur en fait qu'elle m'ait mise en scène. Voilà, qu'elle m'ait mise en scène. C'était un peu ça en fait. Après je me suis dit, bon, peut-être qu'un personnage, j'ai peur qu'un personnage se soit inspiré donc de moi. J'ai surtout peur que ce soit qu'elle ait peint un côté sombre, peut-être que j'essaie de cacher. Après, j'ai dû m'arrêter peut-être au bout d'une vingtaine de pages. Donc ce sera un peu difficile pour moi de parler donc de ce bouquin que je n'ai pas lu et que je ne lirai certainement pas. Parce que j'ai un peu peur voilà, de lui en vouloir, alors que en termes de personne, en termes de discours, je ne dirais pas que c'est une personne parfaite, mais elle s'en approche beaucoup. Parce que parfois je dis des choses, je suis sûr que mais elle prend la peine de m'écouter. Et je parle beaucoup. Dans mon domaine, je pense être un expert, donc souvent je m'épanche. Mais elle prend quand même la peine de m'écouter. Par contre, j'ai bien lu la préface, parce que c'était peut-être un honneur, je ne peux pas, c'est pas évident pour un auteur qui démarre, d'avoir une sommité comme notre oncle, donc Madassila, pour faire cette préface-là. Au nom de la famille, c'est quelqu'un qui neex a nekkal la. Yaru na, jox na cër et respecte les gens. Et ça aussi, elle a eu la chance, ou bien du moins, nous avons eu la chance, que yàlla boole ko ak nit boo xam ne ni vraiment son mari aussi ñoom ñaar ils font vraiment un beau duo, un bon couple. Côté boobu vraiment ñu ngi ko ci sant aussi. Bon, je pense que c'est tout ce que je pouvais peut-être. Je ne m'étais pas préparé, hein. C'est ma cousine qui m'a demandé de parler au nom de la famille. Mais je pense qu'elle m'a dit donc l'essentiel. Et j'espère qu'elle a commencé donc pour elle. Je prie pour que vous commencez déjà à bien le second. Parce que. Et à tel d'abord, c'est ici. Non, je ne le lirai pas, ça c'est. Mais vous êtes là-bas, hein? Vous êtes là-bas, on l'a dit. Alors, ce qui voudrait.
Madame Dieu, pour terminer peut-être. Madame Dieu, hein? Madame Dieu. C'est la voisine de... C'est sa voisine, oui. Madame Dieu, vous... Alors, ceux qui souhaiteraient se faire dédicacer leur livre peuvent mettre leur nom dans le... Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ñuy jëndee ci sang-sang bu tedd bi maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tous ceux qui sont là présents aujourd'hui. Et je suis très contente d'être là parmi vous et d'être à côté de ma fille. Je suis voisine à Fatou. Le premier jour où elle est venue dans le quartier, elle s'est déplacée, elle a salué tout le monde. Ça, vraiment, aujourd'hui, moi je ne vais pas parler de son livre, mais je vais parler de son comportement dans notre quartier. Parce que lui, Olof Ndiaye di wax ne que sa dëkkandoo mooy sa premier mbokk. Parce que su dara amee, avant que sa maman ne vienne, avant que son papa ne vienne, nous sommes les premiers à être avertis. Et elle a joué ce rôle. Elle est venue, elle a salué tout le monde. Et à chaque fois, elle prépare de bons plats et elle nous apporte. Vous savez, la société sénégalaise, nous nous savons. Kon donc Fatou Bette Ngalama, machallah. Je vous remercie bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp machallah. Allez, merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Thioune, Monsieur le modérateur. Avant que nous nous passions au dernier tour, donc je n'avais pas choisi de prendre la parole, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et à l'instant même, j'ai dans la mémoire un mot de Pierre Corneille, selon lequel la valeur de son père, en son temps sans pareil, tant qu'armurer sa force, a passé pour merveille. Ses rides sur son front ont gravé ses exploits et nous disent encore ce qu'il fit autrefois. Je me promets du fils ce que j'ai vu du père. J'ai choisi de rappeler cet adage de l'excellent auteur français parce que je suis aujourd'hui empli de fierté. Fierté quand j'ai entendu le père faire un témoignage saisissant sur sa fille. Et en écoutant tout à l'heure le père, je me suis dit, j'ai eu la conviction qu'il ne pouvait pas en être autrement. Monsieur le commissaire, ce n'est pas un hasard que votre fille devienne aujourd'hui une écrivaine de talent. Je n'ai pas fini de parcourir ce livre, je n'ai lu qu'une trentaine de pages, mais je puis vous assurer que la lecture est entraînante, comme l'a dit monsieur le brillant professeur. On ne peut pas ne pas vouer du respect, un respect littéraire. Moi, j'ai écrit au moins pas mal de 7 livres, mais je vous assure que c'est clair, ainsi que tous les orateurs l'ont dit ici, qui m'ont précédé, on va entendre parler de cette fille-là, qui est d'une courtoisie exquise. Il y a bien longtemps, je n'ai pas assisté à des cérémonies de dédicace. Elle m'a fait l'honneur de m'inviter et je me suis fait un point d'honneur pour assister parce que nit collègue lañ xam waaw Olof Ndiaye nag day wax ne bés li nit ki toll rek lay mel koo xam ne dama tukki fu sori kenn namul la ku mu dal rek yaa ko yóbbee sa bopp koo xam ne dama génn àddina kenn jooyu la ku mu dal foofa na yaa ko yóbbee sa bopp nga xewle kenn ñëwul yaa ko indee sa bopp. Je pense qu'aujourd'hui cette dame a fait honneur aux lettres sénégalaises. Cette dame a fait honneur à la littérature sénégalaise. Cette femme a fait honneur à la femme. Je pense aux lettres savantes. Mais voir une fille écrire, ce n'était pas évident. Et c'est tout le mérite de cette dame-là. Et je vais en finir, je vais terminer par là en vous demandant de la féliciter très chaleureusement. Donc on applaudit. Merci maître mon avocat préféré.